Bien, bonjour à tous. Je vois que pas mal de gens se sont connectés, donc nous allons pouvoir commencer ce webinaire qui est consacré, vous l'avez vu, donc aux résonances internationales des lois anticorruption françaises, et avec ce sujet qui est récurrent dans les webinaires que nous animons chez Altarez Bras Street, avec ce sujet de l'extraterritorialité des lois anticorruption, notamment de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que les sanctions économiques et financières qui aujourd'hui nous animent tous et qui devient importante et qui augure un prisme extra-frontalier qui est un impératif pour les compliance managers et directions juridiques que vous êtes. Cette extraterritorialité pose deux impératifs. Tout d'abord, le conflit des lois de conformité, notamment sur les lois anticorruption qui sont plutôt locales, et puis, on peut élargir aux lois AML européennes et on va voir avec nos deux intervenants que le globe en entier est inclus. Et puis, les sanctions. Et enfin, la croissance des lois anticorruption dans le monde. Il y a un site internet qui existe d'ailleurs, si ça vous intéresse, qui partage les lois AML et les lois anti-bribery dans le monde et où en sont les États. Alors, on va partager dans ce webinaire qui va durer à peu près 1 heure, eh bien, concrètement, comment ces lois vont venir impacter votre gestion quotidienne de la conformité. Et nous ferons également un éclairage sur l'angle gestion des cadeaux et invitations en lien avec la réglementation, en lien avec les recommandations de l'Agence française anticorruption, un prisme franco-français, et au regard de la norme ISO 37001 qui est notamment relative à l'anticorruption. Juste, je fais une petite parenthèse sur les recommandations de l'AFA. Nous avons fait euh, au mois de mars 2 webinaires avec l'Agence française anticorruption, un sur les nouvelles recommandations et 2 sur des questions-réponses. Ils sont tous en replay, je vous invite à les revoir, sinon vous nous contactez et on vous transmettra les liens. Alors comme d'habitude, nous sommes accompagnés chez Altares de plusieurs intervenants. Christophe Curtelin, vous connaissez, du cabinet Vasco, et puis Nathalie Kestener de WOW Compliance, une solution très intéressante. Bonjour à chacun, merci de nous accompagner une nouvelle fois sur cet événement. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent, merci à vous. Pas de souci. Bonjour Nathalie, ça va bien? Nathalie, ton micro est coupé, mais peut-être que tu n'avais pas de commentaires à faire. Donc, voilà. Ok, donc l'agenda sur ces 60 minutes. Donc on verra avec Christophe la partie origine extraterritoriale et puis le conflit des lois avec une mise à jour de l'ensemble des contenus de cette présentation, la croissance des lois anticorruption dans le monde, le conflit international et puis l'impact au quotidien. Et on verra également avec Nathalie la résonance de ces lois sur la partie cadeaux et invitations qui, à chaque fois, est un sujet qui vous anime, qui n'est pas à mon sens, le plus complexe dans les lois anticorruption, mais le plus concret. D'ailleurs, les autres lois anticorruption, autres que Sapin 2, les lois notamment néerlandaises, belges et luxembourgeoises, sont assez anglais sur cadeau à invitation. Sapin 2 a élargi. Néanmoins, on voit que c'est un des premiers angles de l'anticorruption. Christophe, je te laisse la parole. Je vais couper mon micro. Néanmoins, je laisse la partie slide de mon côté pour activer les présentations. Je te laisse le micro, Christophe. Très bien, merci beaucoup Laurent, bonjour à tous. Donc effectivement, cette intervention commence à être récurrente, puisqu'en fait on l'avait eu également l'année dernière et l'année précédente. Et l'idée, c'est justement de souligner notamment quelques tendances que l'on peut voir, et puis à chaque fois avoir un volet un peu différent. Et donc, cette année, on va, à la fin de mon intervention, faire un focus particulier sur des guides anticorruption mis en place par des entreprises internationales et faire un comparatif justement de comment elles abordent le sujet pour avoir un côté aussi pratique de mise en œuvre et notamment la comparaison entre des entreprises plutôt européennes et des entreprises plutôt américaines. Donc, on va commencer donc par le cadre juridique. C'est toujours important de se rappeler de l'origine en fait de ces lois anticorruption.
Alors, je ne sais pas, Laurent, si c'est moi qui fais défiler. Oui, c'est toi. Merci. Donc, l'origine de ces lois anticorruption, pour voir finalement d'où on vient et où on est en train d'aller. Alors, pour ceux, peut-être certains d'entre vous le savent déjà, pour d'autres, c'est peut-être plus une nouveauté. La réglementation américaine, le FCPA, est né en 77 et ça a été vraiment la base des réglementations anticorruption. Notamment puisque cette réglementation en 77 visait la corruption d'agents publics étrangers. Donc là, c'était cette première nouveauté qui a été mise en œuvre par les Américains, qui estimaient que finalement la corruption, même si elle se passait aux États-Unis, enfin en tout cas il y avait des conséquences aux États-Unis, en fait elle pouvait venir d'autres territoires. Et c'est pour ça que cette réglementation s'est mise en place. Et puis avec le temps, ils se sont sentis un peu seuls et ils ont mis une pression très forte sur l'OCDE pour mettre en place une convention pour que d'autres pays adhèrent et suivent le mouvement. Parce que être les seuls à innover et à mettre en place des sanctions, si les autres finalement laissent faire les choses, ça devient compliqué. Et donc c'est ce qui s'est passé avec cette convention OCDE qui finalement a repris les principes FCPA en ayant du coup une adhésion de tous les pays développés sur l'adhésion à ces principes d'anticorruption d'agents publics. Ensuite, quand les Américains ont vu cette évolution avec la Convention OCDE, ils ont renforcé leur réglementation FCPA de 77, donc dès 98 et 99, où justement le volet plus extraterritorial s'est encore renforcé, puisqu'ils ont visé toutes les entreprises, en fait, où qu'elles se trouvent. Et donc là, ça a permis déjà d'ouvrir le champ justement de ce côté très extraterritorial de la loi américaine. Antérieurement, il ne visait que les entreprises cotées aux États-Unis. Ça, vous êtes une entreprise française cotée aux États-Unis, vous, du coup, étiez visé par la réglementation FCPA. Et là, à partir de 98, ils ont vraiment ouvert ça à toutes les entreprises, dès lors qu'il y a des éléments de rattachement quand même aux États-Unis. On le verra après. Ensuite, on a l'ONU qui, en 2004, a mis en place aussi, a initié une convention, la convention dite de Mérida, qui n'a pas apporté énormément de choses en dehors de préciser certaines définitions et d'étendre notamment le sujet de la corruption qui peut ne pas viser que le domaine public, mais également le secteur privé. Donc en fait, on voit que la convention CDE a été au niveau international la première pierre, et la convention de Mérida qui a été finalement un peu dans la foulée. La France, où elle se situe là-dedans, c'est en 2000, on a ratifié la convention OCDE. Mais comme vous le voyez, en fait, on a tardé pour véritablement mettre en place une réglementation anticorruption, puisqu'on a attendu 2016. Donc, il y a un peu de temps qui s'est déroulé entre les deux. Ceux qui ont été plus actifs sur la scène de l'anticorruption en Europe, ce sont les Anglais, avec le Barbary Act de 2010, qui a été vraiment une copie, on pourrait dire fidèle, du système américain, mais avec un tour de vis supplémentaire, où les éléments justement d'extraterritorialité, en tout cas de rattachement, ont été beaucoup plus forts. Et on le verra tout à l'heure justement à quel point ça peut être très fort. Donc on peut dire qu'en termes de rigueur, en fait les Anglais ont été très forts. Donc la loi Sapin, comme vous le connaissez probablement, enfin a ajouté, enfin en tout cas a prévu les fameux 8 piliers, en fait les programmes à mettre en place dès lors qu'on est une entreprise qui rentre dans les critères de la loi Sapin 2. Et ce qui est intéressant quand on prend la réglementation américaine, la réglementation anglaise, la réglementation française, c'est que on a la justice par accord, c'est-à-dire qu'à un moment, toutes ces réglementations prévoient que sans reconnaissance de culpabilité, à un moment, on peut mettre en place un accord avec
les autorités de poursuite pour arrêter justement ces poursuites. Et ça, c'est un point sur lequel on va revenir tout à l'heure, mais qui a un intérêt particulier, mais en même temps qui peut être une forme de, entre guillemets, danger sur la scène internationale quand une entreprise qui peut être visée et qu'elle rentre dans le cadre d'un accord négocié avec les autorités de poursuite dans un pays. Néanmoins, on peut avoir des effets collatéraux, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Ensuite, dans les évolutions internationales plus récentes, on va noter un point sur la Chine notamment. Alors la Chine a mis en place des lois anticorruption, notamment avec le 9e amendement dès 2015. Et ensuite, depuis 2015, elle n'a cessé de renforcer avec des sanctions plus fortes. En fait, je crois que c'est 2016-2018, où en fait, la réglementation chinoise s'est renforcée. Et dernièrement, au mois de janvier, le président Xi Jinping a encore, lui aussi, donné un tour de vis en disant que les lois anti-corruption devaient s'appliquer de manière encore plus ferme et que probablement elles devront encore évoluer. Et quand on sait que en 2019, il y a eu une croissance justement des personnes poursuivies en Chine de plus de 90% par rapport à l'année précédente, on voit que le sujet de la corruption est un sujet majeur en Chine, et donc ça se renforce. Et donc ça veut dire quoi? Si vous êtes sur une entreprise française avec des activités en Chine, n'oubliez pas ces réglementations chinoises. Voilà pour ces tendances très récentes. Un autre élément récent d'actualité, c'est aussi aux États-Unis. La tendance, elle est où? En fait, c'est une tendance où, pareil, les entreprises sont sanctionnées toujours fortement en matière de corruption, 2,94 milliards en 2019. Et un chiffre intéressant, c'est que 66% de ces amendes ont visé des entreprises européennes et un quart des entreprises françaises. Donc on voit que, encore une fois, c'est pas parce qu'on est en France et qu'on a Sapin 2 que pour autant les autres réglementations doivent être oubliées. On peut passer au slide suivant, Laurent. Alors, c'est quoi finalement une loi extraterritoriale? Le principe, c'est le législateur vote une loi et elle s'applique sur le territoire de l'État dans lequel le législateur est. Néanmoins, en fait, dans les lois anticorruption, ces lois s'appliquent souvent au lieu où la corruption est commise, c'est-à-dire dans le pays dans lequel on note l'acte de corruption. Et puis, l'autre en fait, État qui peut poursuivre, souvent, c'est l'État de l'entreprise corruptrice. C'est-à-dire, je suis une entreprise française, je fais de la corruption en Chine, et en fait, je vais pouvoir aussi être sanctionné en France, mais également donc en Chine. Donc, on voit que déjà l'extraterritorialité en fait existe de fait de par les incriminations où on a forcément le lieu où se passe l'infraction et puis celui qui commet l'infraction, et déjà les deux États peuvent s'estimer compétents. En outre, on a d'autres facteurs, et c'est ce qui rend les choses un peu palpitantes et intéressantes, notamment dans notre domaine. C'est ce qu'on peut appeler des nexus. C'est d'autres éléments de rattachement qui vont venir en plus et qui vont faire que ces fameuses lois, au-delà des deux critères que je viens de vous donner, vont pouvoir s'appliquer même si je ne suis pas sur le territoire, même si je ne suis pas une entreprise d'un pays donné, je vais avoir d'autres éléments qui vont pouvoir me viser. On peut passer au slide suivant. Non, merci. Alors,
Ici, c'est juste, alors, il y en a bien d'autres. Ce sont des exemples d'entreprises de réglementation avec des volets qui vont être des volets où on aura une nature extraterritoriale. Donc, on a le Canada, les États-Unis, le Mexique, bien sûr, le Royaume-Uni, la France, l'Afrique du Sud, la Chine. C'est ce qui figure ici, mais on en a bien d'autres. On a la Russie également. On a pas mal donc de pays essentiels dans lesquels les entreprises peuvent faire des affaires avec ces volets qui pourraient finalement vous toucher, même si vous n'êtes pas directement dans ces pays. On peut passer au slide suivant. Donc, les fondements, justement, si on essaie de creuser un peu ces fameux nexus, les éléments qui vont faire que on va avoir une application extraterritoriale des réglementations. On l'a vu, il y a le lieu de présence de l'entité dans le pays. J'ai une société dans un pays, en fait, j'ai ces réglementations qui vont s'appliquer à moi. Néanmoins, et c'est là que la réglementation anglaise notamment est un exemple particulièrement intéressant, en fait, qu'est-ce qui va me rattacher au pays? Ben, c'est pas seulement le fait que je sois dans le pays lui-même, c'est toute entreprise qui va avoir des relations commerciales avec le Royaume-Uni. Donc là, ça commence à être beaucoup, beaucoup plus large, puisque finalement, je ne fais simplement que des ventes en Angleterre. Et dès lors que j'ai ces ventes en Angleterre, et ben, en fait, les réglementations UK vont potentiellement s'appliquer à moi. Même chose si je suis simplement partenaire. Alors c'est très large ce que signifie partenaire, mais avec une entreprise qui elle-même est soumise au UK Bribery Act, en fait, je vais pouvoir être poursuivi au regard de ces réglementations. Donc on voit ici, au niveau de cette territorialité, la territorialité commence à être très très extensive. En France aussi, en fait, et c'est un point de la chancellerie sur le sujet qui dit que en fait, les entreprises qui ont une activité économique en France devraient pouvoir être poursuivies. Donc ça, c'est pas confirmé par la jurisprudence, c'est un avis de la chancellerie, mais elle dit les personnes morales étrangères ayant en France une filiale, des succursales, des bureaux commerciaux ou d'autres établissements, même dépourvus de personnalité juridique. Donc, on voit que même en France, on a des velléités de rivalité avec les réglementations très extraterritoriales. C'est pas confirmé, c'est pas mis en œuvre pour l'instant, mais on sent cette inspiration finalement. En fait, on est drivé par les États-Unis, par l'Angleterre, qui ont finalement ont mis en place leur réglementation avant nous. Et finalement, on est en train de prendre peut-être le même chemin. Donc, l'extraterritorialité devient un sujet. C'est pour ça qu'on doit le prendre en compte quand on travaille sur la thématique de l'anticorruption au sein d'un groupe. Quelques points aussi un peu du même ordre. La Chine, c'est pareil. Dès lors que, peu importe où se passe l'action, dès lors que l'action va à l'encontre de la République démocratique populaire de Chine ou à l'encontre de ses citoyens, en fait, vous allez pouvoir être poursuivi où vous soyez. Un autre point que je vais souligner qui montre cette extraterritorialité, c'est la conspiracy américaine du FCPA, où il y a eu des revirements de jurisprudence, mais in fine, s'il y a complicité, c'est-à-dire que vous aidez, en tout cas une entreprise aide à la réalisation d'une infraction de corruption visée par le FCPA, eh bien, en fait, une décision qui a été rendue dans l'affaire Firstash, en fait, vous allez pouvoir aussi être poursuivi. C'est-à-dire que vous avez simplement aidé, et ben en fait, cette aide est suffisante, même si vous n'êtes pas du tout aux États-Unis, même si vous n'avez pas fait d'infraction aux États-Unis. Donc on voit qu'on va très loin aussi dans l'extraterritorialité. Et puis après, des choses un peu plus connues, l'utilisation de la devise US ou d'un serveur
aux États-Unis aussi tout ça, ça va vous rattacher à la réglementation américaine. Donc l'extraterritorialité est vraiment présente à plein d'endroits, dans plein de recoins de toutes ces réglementations. On peut passer au slide suivant, Laurent. Merci. Donc, les conséquences en fait de tout ça, parce qu'après, voilà, on voit qu'il y a plein de moyens d'être incriminé avec toutes ces réglementations. Et quand on voit tous ces moyens d'être potentiellement incriminés, à la suite, c'est quoi les conséquences? Quelques conséquences en fait que je vais simplement souligner ici. Un principe général en droit pénal, c'est que normalement, on ne peut pas être poursuivi 2 fois pour les mêmes faits. C'est le principe not bis in idem. La question, c'est en quoi ce principe s'applique ou pas à l'international. Et en fait, on n'a pas véritablement de solution par les conventions internationales, ni OCDE, ni Mérida. Donc, ce principe que l'on connaît, par exemple en France, ne s'applique pas. Donc, je peux très bien être poursuivi 2 fois pour les mêmes faits. C'est ce que ça signifie sur la scène internationale, avec une corruption qui se passerait, par exemple, en Chine. Je peux être poursuivi en Chine, je peux être poursuivi en France si je suis ressortissant français. Et donc, là, ce sont les autorités de poursuite qui, éventuellement, l'OCDE dit principe de courtoisie, vont s'entendre pour, on va dire, sur les poursuites à mener, et c'est souvent au regard des montants à payer qu'il y a plutôt un accord. Donc là, déjà, on n'a pas de sécurité en tant que telle par une convention internationale, mais il y a quand même, dans la pratique, il y a quand même une forme de coordination, puisqu'en fait, dans la recherche de l'infraction, il y a quand même une nécessité de collaborer. Donc en fait, il y a quand même des choses qui se passent. Mais en tous les cas, on n'a pas un principe juridique qui nous dit clairement ce qu'il en est. Ensuite, quand on a un accord négocié, donc ce qu'on voyait tout à l'heure, en fait, toutes les réglementations prévoient un accord avec les autorités de poursuite sans reconnaissance de culpabilité, c'est-à-dire que j'ai un accord, je stoppe les poursuites, mais pour autant, je ne reconnais pas. Mais dans les contrats, en fait, qui me sont proposés, et notamment, ça c'est très américain, si j'ai un accord avec le département de justice, ils vont me demander, en fait, d'avoir ce qu'on appelle une muzzle clause, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir contester les faits. Et donc, si je suis poursuivi pour les mêmes faits dans un autre pays, bah finalement, je ne vais pas pouvoir me défendre librement, puisque d'un autre côté, j'ai un accord qui m'interdit de le faire. Donc là aussi, on voit que la scène internationale et cette extraterritorialité et les conséquences de l'extraterritorialité ont un effet, y compris dans la gestion de la conséquence avec les différentes autorités de poursuite. Donc attention, de coordonner au maximum, si vous devez malheureusement être poursuivi, aussi ces fameuses conséquences. Ensuite, on a un élément à noter, et notamment au regard de la réglementation aussi américaine, c'est quand on a un accord avec les autorités de poursuite, d'une certaine manière, on entretient le flou sur l'extraterritorialité. Dans certains cas, on pourrait dire, je ne suis pas certain que l'extraterritorialité devrait s'appliquer, notamment quand on est justement sur des éléments un peu gris dans l'interprétation. Mais comme le principe, c'est un accord avec les autorités de poursuite, nécessairement, en fait, la jurisprudence a très peu de situations pour se prononcer, et notamment sur le volet de l'extraterritorialité, ce qui fait qu'on entretient ce mystère, on pourrait dire, de l'extraterritorialité qui fait peur à tout le monde, notamment des réglementations américaines ou même des réglementations britanniques, où l'accord, finalement, coupe l'herbe sous le pied à la jurisprudence. Donc ça, c'est un élément aussi à considérer. On a toujours une zone de flou dans l'interprétation, et donc l'épouvantail faisant peur, on n'y va pas, et en fait, on met en place un accord, mais c'est probablement ce qui a été voulu par le législateur, hein, en faisant extrêmement peur, finalement, on va jouer ce rôle d'épouvantail en amont. Et puis, une affaire intéressante qui s'est passée en France, l'affaire Bolloré, où même chose, il y a eu une convention judiciaire d'intérêt public mise en place pour des faits de corruption
au Togo. Donc là, pareil, pas de reconnaissance de culpabilité. Et puis de l'autre côté, M. Bolloré lui-même, en France, qui, dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance de culpabilité, à titre personnel, donc a souhaité mettre en place cet accord. Et finalement, on avait deux systèmes, ne serait-ce qu'en France, parallèles, un concernant la personne physique, M. Bolloré, et de l'autre côté, la convention judiciaire d'intérêt public. Et en fait, il n'y a pas eu d'homologation en fait, de la comparution sur reconnaissance de culpabilité de la personne. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé récemment avec pour les mêmes faits, d'une certaine manière, l'entreprise et la personne, avec deux systèmes juridiques, en fait, deux moyens pour mettre fin, enfin pas mettre fin aux poursuites, enfin se mettre fin aux poursuites dans un cas, mais en fait pour les mêmes faits, en fait deux interprétations différentes. Dans un cas, en fait, la CJIP qui a été reconnue pour l'entreprise et pour la personne physique, par contre, la non-homologation de sa reconnaissance de culpabilité. Donc, on le voit que cette justice négociée est vraiment un cas particulier qui est vraiment en dehors des systèmes d'application de la réglementation, on va dire classique, avec la jurisprudence. En fait, elle a sa propre partition. Et donc, ça, c'est quelque chose justement à bien comprendre, bien appréhender, quand on travaille justement à l'international avec ces lois extraterritoriales. Et ben, cette justice négociée a vraiment, on l'a vu avec les États-Unis, on le voit ici en France, a vraiment ses propres règles, puisqu'en fait, on est sur un mode de négociation. Voilà ce qu'on peut dire ici sur les conséquences. On peut passer au stade suivant. Laurent ? Je vais faire très vite. Voilà. Là, ce sont des cas en fait relatés dans la presse, et notamment le cas Airbus, qui est le cas le plus intéressant ici, où en fait la holding était aux Pays-Bas, et en fait les autorités de poursuite en Angleterre se sont estimées compétentes sur des faits de corruption réalisés par la holding, tout simplement parce qu'elle avait des filiales en Angleterre et qu'elle tirait des ressources du territoire anglais. Donc ça, c'est un cas particulièrement intéressant pour comprendre le côté extraterritorial. Après, le cas du groupe Auchan avec les révélations de faits de corruption en Russie, qui montre à quel point, alors pour l'instant c'est toujours dans le cadre d'une enquête, mais qui montre à quel point la corruption à l'international a vraiment ce volet global. Et puis après, un cas Imerys, qui est plutôt le cas loi Sapin, plutôt franco-français, qui a donné des pistes justement de comment on devait considérer la mise en place d'un code de conduite qui, à la différence de ce qu'on peut trouver dans d'autres réglementations, peut être disparate dans plusieurs types de documents, et notamment ce qui a été dit, c'est que ça va être dans le règlement intérieur. Donc on voit aussi que dans l'application de la mise en place d'un programme anticorruption, chaque pays va avoir une petite nuance en fait dans la considération de ce qu'est un bon programme anticorruption. On va passer au dernier élément, Laurent. Je ne sais pas, le slide suivant. Voilà. Ici, alors, mais c'est un peu petit, mais vous l'aurez après. En fait, c'est un comparatif de guidelines anticorruption de grandes entreprises. On a à la fois deux entreprises européennes, Volkswagen, Novartis donc qui est suisse, et puis de l'autre côté, on a Tesla, et puis on a ICE, qui est une entreprise américaine, donc son nom c'est International Exchange Inc., une entreprise très américaine. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que toutes reconnaissent la dimension internationale, vous le verrez, des lois anticorruption. Tous ces programmes font référence pas simplement aux lois anticorruption du pays, mais véritablement à toutes les autres réglementations qui doivent être prises en compte. Donc ça, c'est intéressant si vous travaillez à l'international, dans votre
votre propre programme anticorruption, de ne pas oublier, justement, en raison de tous les aspects, notamment de l'extraterritorialité, mais de ne pas oublier toutes ces facettes. Il n'y a pas que Sapin 2, loin de là. Et ensuite, un focus particulier, parce qu'en fait, il y a tellement de facettes dans ces programmes anticorruption. En fait, ici, c'est un focus sur ce qu'on appelle les paiements de facilitation. Le paiement de facilitation, c'est par exemple, on va donner quelques bakchis en douane pour faire passer nos produits. La réglementation américaine, ça peut vous paraître étonnant, mais accepte les paiements de facilitation dès lors que c'est une pratique reconnue dans le pays. Comment finalement ces cadres d'entreprise le traitent? Eh bien, paradoxalement, les entreprises européennes, que ce soit Volkswagen ou Novartis, en fait, ont une approche beaucoup plus ferme, où en fait, elles interdisent le principe de paiement de facilitation. Alors, est-ce que c'est une non-compréhension que ça peut exister dans la réglementation américaine? Est-ce que c'est justement la peur du gendarme américain? Mais en tout cas, on voit que les Européens sont assez conservateurs sur l'acceptation du paiement de facilitation. À l'inverse, les deux entreprises américaines disent, par principe, alors Tesla notamment dit que ce n'est pas autorisé dans tous les pays, puisqu'en fait aux États-Unis c'est possible. Donc en fait, dit c'est pas interdit dans tous les pays. Et si vous êtes face à cette situation, en fait, ce qu'on vous conseille, donc ce qui est indiqué dans le guideline anticorruption de Tesla, c'est adressez-vous à votre direction juridique ou au département juridique pour avoir leur approbation. Même chose chez ICE, où c'est le département juridique qui finalement va libérer l'approbation en disant oui, dans ces conditions, vous pouvez le faire. Donc finalement, l'approche américaine, on peut passer aussi au slide suivant, c'est ma conclusion. En fait, sur les 4 entreprises, les entreprises américaines sont paradoxalement plus souples dans la mise en place de leur programme anticorruption que les entreprises européennes. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que si vous travaillez à l'international, vos programmes anticorruption, doivent vraiment prendre en compte tous les aspects des différentes réglementations des pays avec lesquels vous faites des affaires, pas simplement dans lesquels vous êtes implanté, puisqu'on le voit, l'extraterritorialité peut être très, très large. 2, votre programme, vous devez le mettre en place sur mesure, avec vos propres process. En fait, on ne peut pas calquer son mode de fonctionnement sur une autre entreprise. On le voit ici, on a vraiment des approches très différentes entre différentes entreprises, mais ce qui est conseillé vraiment fortement, c'est que quand une décision est prise pour autoriser certaines choses, c'est que votre département juridique ou conformité doit vraiment être dans la boucle. Le supérieur hiérarchique, parfois on a tendance à dire en mode supérieur hiérarchique, c'est une approche très européenne, attention, il faut vraiment une analyse juridique de la situation pour savoir si véritablement c'est possible ou pas. Voilà, on pourra en parler très longtemps, mais on a fait un tour à la fois de l'actualité, des tendances, et si vous avez des questions, bien sûr, je suis à votre disposition. Ouais, on pourrait en parler très longtemps. Merci Christophe. Alors attendez, voilà, on est en train de bien caler les slides. Voilà. Merci Christophe. On pourrait en parler très longtemps. On a on avait 30 minutes sur ce sujet. Bien sûr, les participants, les inscrits auront les PDF, les replays, etc. Mais pour plus de précision, de conseils, bien sûr, Christophe le fait déjà avec certains de nos clients sur cette extraterritorialité. À chaque fois, on a la question, plus sur, on a à chaque fois la question sur du Sapin 2, des filiales, des sites. Je travaille avec telle ou telle entité dans tel pays. On a à chaque fois la question. C'est pour ça que régulièrement, on fait un point sur ce sujet-là. On va maintenant focuser précisément sur un élément de l'anticorruption, de la corruption, le cadeau et invitation. On va regarder ça avec Nathalie. Nathalie, je te laisse la voix. Par contre, je passe les slides. Voilà. D'accord. Bon, je vais devoir faire un petit peu raccourci parce que Christophe a été tout petit peu plus long, mais je vais essayer d'aller rapidement à l'essentiel.
et vous montrer finalement les différents angles de ces sujets. Alors, l'anticorruption, c'est aussi une transversalité finalement des thématiques qui sont à monitorer. Et là, on le voit dans l'ensemble des réglementations, mais aussi sur la partie norme. Et si on peut parler d'une norme, en tout cas celle qui est commune à ce sujet, c'est la norme 37001, qui est la norme qui est sur l'anticorruption. Et on voit que tous les sujets que vous voyez à l'écran, finalement, ils doivent être monitorés. Monitorer dans le sens, ça veut dire qu'on doit être en capacité d'apporter la preuve, qu'on les pilote et qu'on les met sous contrôle. Donc, effectivement, il y a de l'autorisation cadeau-invitation, de la formation à la politique cadeau-invitation, il y a le lanceur d'alerte. On a aussi le fait qu'on doit diffuser une charte éthique, en tout cas s'assurer que tout le monde en a bien pris connaissance. Une large part est réservée sur l'évaluation des tiers, et d'ailleurs l'AFA nous le rappelle régulièrement, c'est un focus important, et là on voit toute la compétence d'Alteres sur le sujet. Et puis des formations anticorruption dans lesquelles on doit montrer qu'on a convoqué un registre de présence, en fait, qu'on a formé, qu'on a informé finalement non seulement ses salariés, mais ce qui est de bon augure aussi, c'est de le faire autour de ses parties prenantes et notamment de ses fournisseurs. Voilà. Et puis, on va aller voir aussi sur le conflit d'intérêts. Je trouvais que c'était intéressant finalement de le rajouter dans la partie aussi monitoring. La dernière fois, on avait vraiment fait focus cadeau et invitation. On voit que le conflit d'intérêts intéresse aussi beaucoup d'entreprises. Donc voilà, un petit éclairage là-dessus qui sera tout à fait, je pense, pertinent. Donc on voit l'ensemble des sujets qui sont à monitorer. On imagine assez aisément qu'aujourd'hui, décemment, sans outils digital, c'est quasiment impossible, en fait, c'est même quasiment improbable de pouvoir monitorer l'ensemble de ces sujets et de s'assurer qu'on est en conformité. Voilà. On peut avancer. Alors, voilà, deux sujets qu'on va voir aborder. On va revenir sur tout ce qui est politique cadeau-invitation, et puis je ferai effectivement un petit focus sur conflit d'intérêts qui a aussi toute son importance à titre d'exemple sur l'ensemble des sujets qui sont à monitorer. Voilà. On peut avancer. Alors, la diversité réglementaire internationale sur la politique cadeau et invitation, on voit que finalement, on est parti du guide de l'OCDE, qui sont un guide finalement de bonnes pratiques et de contrôle interne de la déontologie. On a aussi tout un aspect gouvernance au sein de l'OCDE. Donc, on voit bien que l'idée, c'est de vraiment mettre en place un programme dans lequel on prend en compte tous ces éléments dans l'entreprise pour pouvoir adresser ces sujets et les gérer en parfaite transparence. Alors, les USA se sont intéressés aussi à ce sujet avec le FCPA, la DOJ, qui a déterminé finalement comment on allait adresser ces sujets et qui laisse aussi une part importante à l'entreprise du moment que le sujet est monitoré et du moment qu'il est adressé dans l'entreprise. Il y a une petite différence, on va le voir peut-être juste après, entre ce qu'on voit en Europe, comme l'a précisé Christophe, et ce qu'on le voit sur la partie États-Unis, notamment sur la partie autorisation. Je vous en parlerai juste après. Le Bribery Act reprend finalement aussi tous ces éléments dans un des articles sur les benefits hospitality, comment ça doit être opéré finalement dans les entreprises. Et puis, on voit bien que l'AFA s'y intéressait aussi au sujet puisqu'elle a décidé d'officialiser avec un guide des bonnes pratiques qui est paru en septembre 2020 sur comment finalement être conforme, comment avoir mis en place ce sujet sur politique cadeau et invitation qui passe d'abord par effectivement écrire une procédure sur l'entreprise, c'est-à-dire comment est-ce qu'on adresse le sujet et comment finalement il doit être réglé dans l'entreprise, avec un certain nombre de choses qui détaillent notamment des exemples, des cas pratiques, et puis comment finalement s'organise le circuit de l'autorisation des cadeaux et invitations dans l'entreprise. On peut avancer. Alors, un petit comparatif toujours sur la partie réglementaire, donc entre la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc, on voit que en France, on a un focus sur tout ce qui est tout avantage, tout ce qui est procuré à d'autres organisations, enfin, tout ce qui peut en fait permettre un programme des obligations qui sont liées à cette mise en place de cadeaux et invitations. Aux États-Unis, on est aussi lié à tout ce qui est fonctionnaire étranger. Donc, en fait, tout ce qui apporterait de la valeur ou qui serait considéré comme déraisonnable au regard de pratiques. Donc, on a une certaine forme de liberté tout en restant finalement dans des accords de côté raisonnable sur le montant des dépenses et est-ce qu'elles sont normales versus États-Unis et est-ce qu'il y a un but commercial légitime? Est-ce que derrière, il n'y a pas une action cachée? Comment est-ce qu'on peut s'exempter du fait qu'il n'y a pas d'intention derrière?
Et dans la partie UK, on est vraiment que sur la partie agent public. Et ce qui différencie aussi de la partie autorisation dont je vous parlais tout à l'heure entre la France et les États-Unis, par exemple, c'est qu'en France, il est très usuel de devoir aller vers son responsable hiérarchique. Et c'est tout à fait admis vis-à-vis de la FA, vis-à-vis de la réglementation, en disant voilà, si on a besoin finalement d'avoir un accord, le responsable hiérarchique est complètement autorisé à le faire. Dans l'approche américaine, c'est pas du tout envisagé. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette approche, elle doit être, on retourne toujours vers la partie déontologie, vers la partie directeur de la conformité ou directeur juridique. C'est-à-dire qu'en fait, la validation de supérieur hiérarchique n'est pas autorisée. Donc, on va vers plus quelque chose, une tierce partie qui a reconnaissance pour pouvoir gérer ce sujet. Donc, les textes présentent vraiment des similitudes, mais il y a des obligations imposées qui ne sont pas tout à fait identiques, donc qui sont un peu différenciantes, voilà, sur l'ensemble de ces éléments. Alors, les prérequis. Alors, différents éléments. J'ai voulu vous donner en fait un éclairage assez pratique finalement de comment est-ce que ça peut s'insérer complètement, parce qu'on a bien vu qu'il y a différents types de réglementations. Et puis, j'aurais tendance à dire que si on reprend si on croise finalement ce que l'ISO 37001 requiert, parce que qui est aussi conforme aux différentes réglementations, et puis l'IFBEC. L'IFBEC, c'est en fait un forum international sur les pratiques en matière d'éthique professionnelle qui a été, qui a travaillé sur le sujet en 2018. On voit que l'IFBEC a travaillé sur les 4 R qui sont repris en fait à l'origine, c'est l'aéronautique et la défense. Mais les 4 R, si vous voulez, quand vous appliquez ces 4 R, vous êtes finalement en conformité avec l'ensemble de ce qu'on vous demande. Alors, ils sont, le premier, c'est comply with the regulation. Ce qu'on comprend bien, c'est que finalement, on doit obtempérer par rapport au pays dans lequel on opère. Be reasonable, qui a été retranscrit notamment sur la partie américaine. Be responsible, c'est-à-dire en fait, on ne doit pas aller au-delà de quelque chose qui ne serait pas autorisé et qu'il faut faire preuve finalement de bon sens par rapport à ce sujet. Et puis keep records, comme tout le monde, c'est-à-dire d'avoir des registres, d'avoir la preuve de tout ce qu'on a tracé, enregistré, demandé comme accord. Voilà. Donc voilà, en synthèse, les cinq éléments qui sont fondateurs vis-à-vis d'une bonne politique cadeau et invitation, l'engagement de l'instance dirigeante, parce que l'exemplarité est quand même au cœur de ce sujet, parce que tout le monde doit l'appliquer indifféremment. Une politique cadeau qui est élaborée finalement en concertation avec les différents départements, c'est aussi de bon augure parce qu'on voit bien qu'elle sera beaucoup mieux acceptée, avec des pratiques qui sont encadrées, donc en fait pas seulement des bonnes intentions, mais aussi finalement des éléments concrets, pragmatiques de comment j'encadre. Et j'ai vu dans beaucoup d'états de politique cadeau, on dit soyez responsables, et ça s'arrête là. C'est difficilement compliqué et c'est accepté. Comment est-ce qu'on peut dire soyez responsable ou soyez raisonnable? Il faut à un moment donné aller plus loin. On peut le faire dans une déclaration générale, mais ensuite, il faut quand même montrer des éléments avec des maximums, avec des fréquences et avec un circuit d'autorisation, c'est-à-dire comment ça se manifeste de façon concrète, quoi. Voilà. Des exemples qui illustrent pas seulement pour pouvoir, montrer comment les différents cas s'adaptent à sa propre entreprise. On imagine bien que quand on est dans les services, quand on est dans l'industrie, on n'a pas les mêmes types d'exemples à mettre en avant et c'est toujours formateur, les exemples. Voilà. Et ces formations aussi doivent être accessibles. On doit avoir facilement l'accessibilité à comment je peux comprendre et comment je vois moi-même les différents éléments auxquels je m'adresse, en quoi je suis responsable, en quoi je suis concernée, et puis quelles sont les réponses auxquelles je peux avoir mes questions peuvent avoir des réponses, notamment dans la partie si je trouve ce cadeau pas raisonnable ou si j'ai un doute, si je me pose une question. Voilà. On peut avancer. Oui, j'ai oublié, c'est vrai qu'il faut toujours avoir la preuve sur le registre un registre finalement qui prouve tout ce que vous avez mis en place, notamment en cas de contrôle, parce qu'on voit bien que dans les 163 questions de l'AFA, il y a effectivement une part qui est réservée à cette politique cadeau et invitation, où on doit montrer des éléments de preuve qu'on les monitore bien et qu'ils sont bien pilotés, et puis bien sûr un contrôle a posteriori, l'AFA, mais aussi quand vous avez des audits internes. On imagine très aisément que beaucoup d'entreprises peuvent aussi diligenter des audits sur ce sujet, quoi. Alors,
les étapes de mise en place d'une politique cadeau et invitation, on identifie donc toutes les lois applicables au système et à l'entreprise à laquelle on est rattaché. On effectue donc une évaluation générale de ces risques de corruption parce que eh bien ça impacte et ça implique différentes personnes. Ça peut être les achats, ça peut être les commerciaux, ça peut être aussi des chefs de projet, on n'y pense pas toujours, des directeurs de BU, voilà. On établit, on publie donc une politique de cadeaux et invitations, donc on peut l'insérer effectivement dans un code de conduite ou on peut l'avoir de façon indépendante. On a aussi donc des autorisations finalement à donner parce que bien souvent on voit bien que dans les pratiques, certaines entreprises disent moi c'est 0 cadeau, 0 invitation, mais finalement très peu parce qu'on voit bien que dans certains pays il est de bon augure finalement d'avoir quand même cette partie cadeau et invitation. Simplement il faut fixer des seuils. Et là où on fixe des seuils, eh ben, c'est aussi fixer des fréquences. Et qui va autoriser et qui va demander. Donc, on voit bien que là, il y a aussi un sujet autour de ça. On met en place aussi un registre, finalement, dans lequel on va devenir traiter le sujet. On va venir enregistrer à chaque fois les demandes et puis les validations sur lesquelles on va obtempérer. Et puis, bien sûr, on doit former les équipes, parce que former les équipes, ça paraît indispensable pour pouvoir, même si c'est pas excessivement compliqué, on doit quand même former et informer des pratiques et de comment on va le mettre en place dans l'entreprise. Alors, je vois que finalement, on me rappelle, oui, sur la norme 37001, oui, c'était une norme de système de management anticorruption. C'est vrai que c'est plus que simplement de l'anticorruption, c'est un système de management complet de l'entreprise qui permet d'intégrer l'ensemble des éléments sur l'anticorruption. On peut avancer. Alors, la réglementation. Donc là, un petit focus sur les conflits d'intérêts. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que on a aussi ce sujet et un point de fragilité souvent dans les organisations parce que il est compliqué de l'adresser. Il faut définir une procédure, il faut définir finalement un écrit qui permette de dire voilà comment est-ce qu'on traite ce sujet dans l'entreprise, comment est-ce que on l'adresse et on voit bien que le législateur il a influencé sur le sujet parce que on va aller quand même assez loin, on va demander finalement un certain nombre de choses sur comment il est adressé et comment finalement on l'enregistre dans l'entreprise, à la fois sur ça peut être le côté privé, mais aussi sur la sphère publique. Et on voit bien que ce sujet vient de façon récurrente, s'adresse dans les entreprises, en France comme à l'étranger. Et c'est aussi un élément de risque, un élément supposé de risque de corruption possible. Alors, il est difficilement adressé parce que il est un peu compliqué à mettre en œuvre. Même si, on voit aujourd'hui que de plus en plus d'entreprises adressent ce sujet et l'intègrent complètement dans leur politique anticorruption, et Dieu sait si c'est un élément important à prendre en compte. Alors, il est adressé de façon un peu différenciée entre le secteur réglementé, notamment le secteur bancaire et le secteur financier, où là, on est lié par la 4e directive et un règlement européen, en fait, avec des sanctions pénales et financières qui sont assez lourdes pour ces sujets-là. Donc, il est peut-être adressé de façon un peu plus stricte. Et puis, le secteur qui est en dehors du secteur réglementé, dans lequel, en fait, on doit être en mesure aussi d'avoir des procédures et d'avoir un suivi, en tout cas, de ces conflits d'intérêts, comment ils sont adressés dans l'entreprise et comment est-ce qu'on les gère. Parce que c'est pas le fait simplement de faire une procédure ou de faire un écrit vis-à-vis de la communication et de la formation, mais aussi de montrer et de démontrer comment on va le mettre en œuvre et comment finalement on va venir enquêter en interne, de savoir est-ce qu'on est complètement en conforme avec la réglementation sur les conflits d'intérêts. On peut avancer. Alors, de la même façon, je vous propose en fait quelques bonnes pratiques. Donc, finalement, le conflit d'intérêts, c'est de l'afficher dans le code de conduite de la reconnaissance par l'organisation donc de tous les risques qui sont posés dans les conflits d'intérêts. Ça, c'est vraiment le préambule d'avoir cette reconnaissance du sujet. La prise en compte donc des conflits d'intérêts dans la cartographie des risques, il faut vraiment l'intégrer comme un sujet clé. On va aussi le prendre en compte dans l'évaluation et l'intégrité des tiers, parce qu'on imagine bien que le conflit d'intérêts, ça ne peut pas être qu'en interne dans l'entreprise, mais ça déborde bien évidemment dans la partie tiers. On va prendre en compte aussi toutes les actions de formation, de sensibilisation
qu'on aura fait et sur lesquels on sera intervenu. Et puis, dans les procédures RH, on voit que c'était aussi un sujet qu'on doit adresser de façon clé au niveau du recrutement, au niveau des nominations. Et notamment même en exemple dans les comités des nominations, je veux dire dans les entreprises, de l'intégrer complètement en disant est-ce qu'on a bien balayé cette partie conflit d'intérêt dans le recrutement, dans les nominations et puis finalement au cours de la vie de l'entreprise, quelle qu'elle soit, quoi. Voilà. Ensuite, alors, les étapes, toujours même chose, un focus assez pratique sur comment mettre en place une politique de gestion de conflits d'intérêts. C'est-à-dire, dans un contexte international, on revient toujours à la même chose, on va identifier toutes les lois qui sont applicables, on va établir et publier donc une politique de gestion de conflits d'intérêts qui soit acceptée, connue, diffusée, informée, etc. Et vraiment mettre en avant toutes les règles avec des exemples et des cas concrets, et puis effectivement les sanctions qui sont associées. On va demander aux personnes concernées une déclaration d'intérêt pour les personnes exposées, parce qu'effectivement, déclaration de conflit d'intérêt, ce n'est pas effectivement toutes les personnes qui sont exposées. On demande aussi, ce qui est toujours mieux, c'est quand les personnes sont exposées, d'avoir des formations qui sont un petit peu dédiées et qui sont bien souvent mieux peut-être en présentiel qu'en distanciel, parce que là, on est vraiment sur un sujet qui est un peu plus technique. Donc, on va identifier les personnes exposées et les personnes aussi habilitées à traiter ces sujets. Parce que là, on est vraiment aussi sur un registre de confidentialité. Donc, on va voir aussi que dans l'entreprise, on a besoin de confidentialité vis-à-vis de ça. Et donc, avoir des personnes qui sont nommées, habilitées à traiter, en tout cas, et à enquêter pour ces sujets. Et puis, bien sûr, avoir un registre toujours pour montrer qu'on a traité ces alertes et qu'on a enquêté si on avait un sujet qui remontait. De la même façon, à chaque fois, on doit contrôler l'efficacité du dispositif et à chaque fois, c'est des audits finalement qui vont nous demander d'avoir le retour de l'efficacité du système qu'on aura mis en place dans ce contexte-là. On peut avancer. Alors, les thématiques sont toujours transversales, donc on a bien toutes ces thématiques à monitorer. Et là, on voit très bien que finalement, là, je vous ai montré autorisation, cadeau-invitation, tout ce qui était lié à la politique cadeau-invitation. Je vous ai montré conflit d'intérêt. Mais d'une façon générale, quel que soit le sujet qui sont à monitorer, là, on voit bien que ces sujets, lanceurs d'alerte, diffusion de chartes éthiques, etc., tous ces sujets à monitorer, ils sont de façon internationale. Et donc, on doit être en mesure, dans l'ensemble des pays dans lesquels on opère, avec lesquels on travaille, avec lesquels on est en affaires, de pouvoir avoir l'ensemble de ces sujets qui sont monitorés sous contrôle. Alors, sans outil digital aujourd'hui, on ne voit pas bien comment faire parce que finalement, il y a tellement de données, il y a tellement de sujets, et puis on a besoin d'avoir en fait l'immédiateté. On sait très bien que plus on est réactif, plus on peut faire remonter de l'information de façon rapide, plus on a la capacité de pouvoir réagir. Donc, monitorer veut dire aussi avoir une capacité, avoir cette donnée qui remonte de façon extrêmement rapide pour pouvoir aller vite à l'essentiel et pouvoir adresser le sujet. Donc, en amont, bien sûr, toujours avoir une politique, définir des règles, et puis très, très tôt, je dirais, avoir cet outil digital en tête. Pourquoi? Parce qu'on digitalise mieux quand on est très en amont. Le legal by design, il a vraiment de l'intérêt parce que le plus tôt on l'intègre et le plus tôt, finalement, on acculture et le plus tôt, finalement, on est en capacité d'intégrer la façon qu'on aura de fonctionner avec un outil digital vis-à-vis de toutes ces problématiques. On est à la fin, je crois, de la présentation. Donc, effectivement, donc WOW Compliance, c'est une solution digitale, c'est Watch and Warn, donc c'est regard et alerte, dans laquelle finalement on va informer, on va former, on va mettre en place des workflows de validation complètement intégrés, d'autorisation, de formation, de seuil, de fréquence, etc. Quel que soit en fait le programme de compliance, on va centraliser finalement toutes ces données et on va centraliser tous les programmes de compliance avec toujours derrière à la clé des outils probatoires qui nous permettent d'avoir des registres de l'ensemble de ce qu'on a fait et de l'ensemble de ce qu'on a tracé et enregistré, avec la possibilité d'avoir des alertes sur tous ces sujets et tout ça dans un outil digital qui permette des applications simples sur smartphone, sur PC, sur tablette. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous contacter. Donc, je pense que à la fin, vous aurez les adresses et pour notamment avoir une présentation, je dirais, complète de l'ensemble des éléments de
plateforme qui permet d'avoir une application extrêmement agile sur tout ce qui est une compliance legal by design et puis en fait complètement intégrée dans votre pilotage de la compliance et notamment pour la partie anticorruption. Voilà. J'ai essayé d'aller rapide pour rester dans les temps, Laurent. Merci Nathalie, non mais il n'y a pas de problème, on est dans les temps, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Nathalie pour cet éclairage. Alors bien sûr sur la partie cadeau invitation, en lien avec l'extraterritorialité, merci. Et puis quelques partages d'écran sur cette solution. On n'est pas velléité non plus à montrer les solutions d'Altares sur cette partie-là. On le fait déjà bien aisément dans d'autres événements. Merci à tous. Alors il y a quelques questions. Je vais essayer de les prendre. Et peut-être Christophe pourra y répondre ultérieurement. Il y avait deux questions. Il y avait, en fin de compte, quelle loi faut-il appliquer? Alors, quelle loi peut-être est-elle au pluriel en anticorruption? Typiquement, est-ce que c'est Sapin 2? Est-ce que c'est Bribery Act au UK et celle des US? Est-ce qu'il faut faire les deux? Est-ce qu'il faut appliquer les deux? Alors, peut-être que Christophe répondra très rapidement sur ce sujet. Et il y avait une autre question, on va y répondre dans le chat. Donc, il y avait cette question, Christophe, par contre, faut-il appliquer toutes les lois d'anticorruption confèrent les schémas que tu as exposés dans la première partie? Alors oui, Oui. et en fait on commence comment? On commence par la cartographie des risques et c'est là qu'on va voir dans quelle zone, justement au niveau des risques, dans quelle zone on est potentiellement à risque et du coup les réglementations justement applicables, c'est les pays dans lesquels on a des activités et on va prendre en compte les réglementations pour voir si elles sont susceptibles de s'appliquer à vos activités. Et en fonction de cela, c'est là que oui ou non, vous devrez les intégrer dans votre programme anticorruption. Donc potentiellement oui. Ok, bon, merci bien. Il y avait cette question. Après, il y avait une autre question. Est-ce qu'il y a un site internet qui recense toutes les lois anticorruption dans le monde? Alors oui, il y en a un. Il y a également différents documents qui existent, qui ont été condensés par des universitaires sur ce sujet. On essaiera de le mettre dans l'email de remerciement. Eh bien, écoutez, on est dans les temps. Merci à tous. Merci de votre présence. Christophe et Nathalie, merci encore de vos éclairages. C'est toujours intéressant d'avoir un éclairage de haut niveau par Altares. On parle parfois produit, data, ce qui est important, mais il faut également parler aussi, prendre un peu de hauteur sur cette extraterritorialité, qui est un sujet, tu l'as dit Christophe, qui revient souvent et qu'on animera encore une fois. Merci à vous deux, merci également à tous les participants de cette matinée. Bonne journée, prenez soin de vous et à la prochaine. Merci Laurent. Merci à vous. Altares, merci Merci bien. participants. Merci beaucoup.